Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce tout premier numéro de votre nouveau rendez-vous avec l'économie sur Médien TV. Chaque vendredi, nous discuterons d'une ou de plusieurs actualités du monde de l'économie au Maroc, en Afrique et dans le monde. J'aurai le plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau les grands noms de la sphère économique pour analyser, commenter et décrypter l'actualité de la semaine. Et justement, ce premier numéro sera dédié à cette thématique qui nous touche tous, l'environnement, le climat, la transition énergétique. Pour en parler avec nous sur ce plateau aujourd'hui, Madame Amina Benkhedra, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice générale de l'Office national des hydrocarbures et des mines et vous êtes également ancienne ministre de l'eau, de l'environnement et du climat dans le gouvernement El Fassi de 2007 à 2012. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir. Bienvenue aussi à Monsieur Énergie, Saïd Mouline, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'agence marocaine de l'efficacité énergétique. Et bienvenue aussi à Madame Yassine Diamafal. Vous êtes la représentante résidente de la Banque africaine de développement au Maroc. Bonjour et bienvenue. Bonjour. J'ai également le plaisir de recevoir Hassan Karmouni. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste économique à Économie et Entreprise. Merci à tous d'avoir répondu présent. Alors, qu'est-ce que c'est que cette transition énergétique? Élément de réponse avec Ilham Barada. De l'énergie, on en a besoin tous les jours et partout. Depuis la révolution industrielle, le nombre des habitants sur Terre a été multiplié par 7. Résultat, la consommation mondiale d'énergie a été multipliée par 50. 90% de cette énergie provient des énergies fossiles, c'est-à-dire riches en carbone. Ce sont le pétrole, le charbon, le gaz naturel qui bénéficient d'un rendement énergétique élevé. Mais ces sources d'énergie diminuent petit à petit car leur renouvellement nécessite des millions d'années. Autre problème, la combustion de ces énergies contribue fortement à l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. La forte tenance en dioxyde de carbone dans les énergies fossiles accélère les changements climatiques avec comme conséquence une augmentation du niveau des mers ou l'accentuation des phénomènes extrêmes comme les ouragans. Autre souci pour les pays importateurs d'énergie fossile, cela coûte cher. Alors, pour demain, il faut vraiment penser à notre sécurité d'approvisionnement et exploiter nos propres sources d'énergie. Il faut donc adopter un nouveau système énergétique. Moins de gaspillage, plus d'efficacité énergétique et plus d'énergie renouvelable. Tout cela en maintenant un coût abordable pour le consommateur et pour les entreprises. Afin d'accélérer le processus, le Maroc a adopté une stratégie de transition énergétique qui concilie développement économique et lutte contre le changement climatique. Concrètement, d'ici 2030, nous aurons réduit de 32% nos émissions de gaz à effet de serre et boosté la part des énergies renouvelables à 52%. C'est cela, la transition énergétique. Madame Benkhedra, c'est cela, la transition énergétique? Tout à fait. L'énergie est au cœur des développements économiques et sociaux de tout pays. Elle est essentielle à toute croissance et elle contribue aujourd'hui à près de 70% des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, quand on parle de changement climatique, une des principales variables à prendre en ligne de compte, c'est l'énergie, qui est un défi pour évoluer vers la baisse des températures à moins de 2 degrés. Et donc, nous devons absolument engager une nouvelle révolution industrielle qui va permettre de décarboner les industries et de pouvoir disposer d'énergie sûre et à prix compétitif. Or, ce que l'on voit de manière globale, c'est que les énergies, aujourd'hui, le mix énergétique au niveau mondial est constitué à peu près de 82% d'énergie fossile, comme ça a été dit dans le reportage, avec le pétrole, le gaz et le charbon, et qu'en 2035, la part des énergies fossiles va baisser, passer de 82% à 75%, mais il reste dominant. Le pétrole va baisser, le charbon, qui est le plus polluant, va baisser, et le gaz naturel, qui est une énergie propre, va augmenter. Et parallèlement à cela, il y aura une croissance des énergies sobres en carbone, essentiellement les énergies renouvelables et peut-être un peu aussi le nucléaire. Et nous voyons depuis quelques années une croissance importante de l'engagement des pays et des entreprises pour développer les énergies renouvelables et pour contribuer un tant soit peu à atténuer les effets du changement climatique. Mais quand on parle de mix énergétique, il est nécessaire. On ne peut pas parler d'une transition complète. En tout cas, on a besoin de ce mix pour produire
de l'énergie parce que ce n'est pas suffisant. On ne peut pas s'appuyer que sur les énergies vertes. Tout à fait. Je l'ai dit, le mix reste ouvert et diversifié. Et il y aura encore en 2035 et en 2050 un mix ouvert dans lequel vous allez continuer d'avoir des énergies fossiles, mais au moment où les énergies fossiles baissent un peu de 82% à 75%, vous aurez une montée de la part des énergies renouvelables dans le mix global de 13% à 18%. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est un engagement encore plus fort pour accélérer le développement des énergies renouvelables et en même temps de pouvoir utiliser toutes les techniques de décarbonation de l'industrie et des systèmes productifs de l'énergie. Et il y a un certain nombre de techniques qui sont développées aujourd'hui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le développement du gaz est essentiel, notamment pour équilibrer l'intermittence des énergies renouvelables. Il y a également des décisions qui sont prises pour fermer les usines à charbon les plus polluantes. Il y a également des instructions ou des orientations pour réduire les émanations de gaz méthane. Et puis, il faut surtout aussi accompagner et renforcer la recherche-innovation dans les technologies nouvelles et dans toutes les questions liées aux énergies solaires pour ce qui est des batteries, du stockage et de tout autre élément qui permet d'améliorer les performances et de réduire les coûts de ces énergies nouvelles. Mais elles vont croître et on l'a vu au niveau mondial, il y a eu un premier accroissement, une première progression en 2008, un recul en 2012 et 2013, mais 2014 et 2015 ont été des années exceptionnelles. Et encore, l'agence 313 milliards de dollars d'investissement seulement en 2015 pour les énergies renouvelables, 212 millions de dollars d'investissement dans l'efficacité énergétique et il y a eu à peu près 140 mégawatts de nouvelles capacités d'énergie renouvelable construites en 2015. Il faut que cet effort se poursuive pour véritablement accompagner les exigences du changement climatique. Mais justement, l'Agence internationale de l'énergie, en tout cas, est confiante. Selon un rapport qui vient d'être publié, d'ici 2021, donc dans 6 ans seulement, les capacités électriques devraient grimper de plus de 40%. C'est quand même conséquent. Et ce sont justement les principaux pollueurs, à savoir la Chine, l'Inde et les États-Unis, qui tirent cette performance, bien sûr toujours selon l'AIE. Où est le Maroc dans ce classement ? Oui, l'AIE, ces chiffres, elle les revoit chaque année. Et le mot de transition énergétique, et c'est très important, nous ne vivons pas une rupture, nous vivons une transition. C'est normal que la part des renouvelables augmente chaque année et la part des énergies fossiles recule un petit peu. Ça prendra un temps. Mais ce qu'on voit, c'est que toutes les prévisions qui ont été données il y a 5 ans, chaque année sont revues en disant non, ça va plus vite que prévu. Donc c'est un bon signe. Et c'est très bon aussi pour le climat. Oui. Donc, c'est 2 choses. L'autre volet, notre pays. Notre pays est exemplaire. Aujourd'hui, on peut l'annoncer, le dire, et nous le disons avec nos partenaires africains, avec tous ceux qui viennent à la COP. Et souvent, lorsque nous étions aussi bien à New York qu'à Bonn pour les changements climatiques, le Maroc, quand on parle de renouvelables, quand on parle de transition énergétique, qui repose sur 2 axes, les renouvelables et l'efficacité énergétique. C'est très important que les 2 aillent de pair. Et c'est pour cela... On n'en parle pas beaucoup d'efficacité énergétique. Parce que c'est moins visible. Voilà. Or, l'Agence internationale de l'énergie dit que pratiquement 30% des émissions peuvent être réduites par l'efficacité énergétique. Pourquoi? Parce qu'on gaspille encore de l'énergie dans l'industrie, dans le transport, dans le bâtiment, dans l'éclairage public. Dans tous ces secteurs, nous continuons à gaspiller. Donc il faut réduire les gaspillages d'abord. Et bien sûr, ensuite, produire proprement. Donc nous avons ces 2 axes qui sont les 2 axes principaux de la transition énergétique, avec une cohérence dans les tarifications énergétiques, qui est aussi importante. Mais ça, c'est très important. Et notre pays, ce n'est pas à la COP, ni à la COP 21 que ça a démarré. C'était en mars 2009, lorsque la lettre royale, lors des assises de l'énergie, lancée par Mme Khadra, nous avons eu une lettre royale qui a donné priorité aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique dans notre politique énergétique. C'était en 2009. Et regardez, en 7 ans, ce qui a été concrétisé. La centrale solaire de Ouarzazate. Tout le monde prononçait Ouarzazate à New York. Pour vous dire que ce mot, aujourd'hui, est rentré dans les mœurs. Mais cette ville qui a un impact, qui a un potentiel énorme. Mais nous pouvons dire aujourd'hui, oui, que nous sommes exemplaires par des projets concrétisés, par de l'intégration industrielle. Et là, le rôle du secteur privé, on parle des énergies renouvelables, que l'aspect production d'énergie, et l'aspect création d'emplois, avec l'industrie qui va avec la mobilisation des financements verts. C'est tout cela qui a été mis en place. Et avec des institutions qui portent aujourd'hui des projets
avec une visibilité sur 2020-2030, aussi bien pour les renouvelables que pour l'efficacité énergétique. Oui, donc vous avez parlé d'industrie, de pollution, d'efficacité énergétique. On a encore des industries qui polluent beaucoup. Cela nous mène à parler de la législation marocaine. On entend parler de la taxe carbone en Europe. On a ce plan d'accélération industrielle. On a beaucoup de grands groupes industriels qui s'installent au Maroc. Comment ça se passe, en fait, pour protéger l'environnement? Toute industrie pollue, émet des gaz à effet de serre, c'est normal. Certaines plus que d'autres. Plus que d'autres. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est que dans chaque secteur, émettre le minimum. C'est ça, on ne peut pas émettre zéro. C'est pour ça qu'on dit, on parle de transition. Donc aujourd'hui, les entreprises font des efforts. Et pourquoi la notion de carbon pricing, donc de taxe carbone, c'est de dire, quand j'émets du carbone, je peux avoir une taxe qui va m'aider. C'est un concept qui permettra de financer aussi des projets propres. Voilà. C'est tout le concept. Mais est-ce que c'est le cas pour le Maroc? Aujourd'hui, nous avons des beaux projets, pas seulement au niveau énergétique, par des grands groupes industriels, que ce soit la mine, je pense à l'OCP qui a des projets, et qui a un projet qui a réduit 1 million de tonnes de CO2, les émissions du groupe OCP. Le groupe OCP a fait son bilan carbone. Il a réduit ses émissions par des beaux projets d'efficacité énergétique. On peut penser au Slurry Pipeline qui transporte le phosphate aujourd'hui d'une façon qui permet d'économiser de l'énergie et de l'économiser de l'eau et qui émet moins de poussière, donc il y a beaucoup d'impacts, et non seulement environnementaux mais aussi économiques. Nous pensons aux cimentiers qui font aussi des efforts et qui utilisent des parcs éoliens pour leur propre consommation, et la loi qui a été mise en place. Aujourd'hui, on parle de grands projets portés par l'État, par les institutions publiques, mais il y a aussi les projets portés par le privé. Et la loi permet à quiconque aujourd'hui de produire sa propre énergie. On y reviendra à cette, en tout cas, production d'énergie et revente même de cette énergie. On y reviendra plus tard dans le débat. Madame Fall, votre institution, est-ce qu'elle prend l'éco-responsabilité en compte avant de financer un projet? Clairement, clairement, et non seulement parce que effectivement dans les priorités stratégiques de la banque, c'est de réaliser une transformation de l'économie du continent, mais une transformation et une croissance sobre en carbone. Et je voudrais juste complémenter, on parle beaucoup de l'industrie, mais la plus grande source d'émissions en Afrique, c'est l'agriculture. Tout à fait. Et la déforestation, et bien entendu, ces éléments-là font partie des priorités en termes de développement et de stratégie énergétique. Il y a bien entendu, l'agriculture se développe à partir du pompage et de l'irrigation. Et là aussi, il est important de s'assurer que les méthodes d'irrigation et de pompage fassent aussi une transition en ce sens que on va remplacer par exemple l'utilisation du butane par les agricultures par du pompage solaire et d'autres méthodes d'irrigation et de pompage qui soient aussi moins consommatrices et moins dommageables pour l'environnement. Monsieur Khalmouni, je vois que depuis tout à l'heure, vous voulez rebondir sur ce point. En fait, il faut juste nuancer un peu par rapport aux émissions de gaz à effet de serre au Maroc. Le Maroc est très peu émetteur. C'est-à-dire qu'il est à presque 0,2% des émissions mondiales. C'est-à-dire que ça montre le volontarisme du pays, mais je pense que ce volontarisme a beaucoup plus été dans la mise en place de projets, de grands projets d'énergie que, par exemple, dans l'efficacité énergétique qui peut sauvegarder l'équivalent de ce que va produire le Maroc en termes d'énergie renouvelable. Donc c'est un point qui est important, qui doit être beaucoup plus mis en avant, surtout quand on sait le coût de ce genre de technologie et aussi la faiblesse en termes d'impact local. En termes d'industrie, etc., de cette technologie. C'est-à-dire, quand vous parlez de ces technologies, on parle bien de la technologie des énergies renouvelables. Oui, tout à fait. Très bien. Justement, on va revenir sur ce point qui est très très important, juste après la pause pub. À tout à l'heure. Bonsoir et bienvenue à nouveau dans ce premier numéro
de l'Hebdo Éco que nous consacrons aujourd'hui à la transition énergétique. Juste avant la pause, nous parlions de cet élément indissociable de la transition énergétique. Nous parlions de l'efficacité énergétique et justement, on n'en parle pas assez, Madame Khadra. Monsieur Mouline l'évoquait tout à l'heure. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Ce n'est pas de la grandeur de stations solaires gigantesques comme celle de Nour, mais c'est tout aussi efficace. Tout à fait. Et l'étude la plus récente de l'Agence internationale de l'énergie montre que pour atteindre les objectifs que se fixe aujourd'hui l'accord de Paris de baisse au-delà de 2 degrés, il faut mener 5 actions prioritaires. La première, en termes d'importance, c'est l'efficacité énergétique et elle contribuerait, d'après cette évaluation, à une baisse de 49% des gaz à effet de serre, suivie par les énergies renouvelables à hauteur de 17%. Troisièmement, la fermeture des mines à charbon les plus polluantes, à peu près 9%, les réductions du méthane. Et donc, ça montre l'importance de la politique d'efficacité énergétique qui est une action à mener dans tous les secteurs, que ce soit dans l'habitat, au niveau des constructions, au niveau de l'éclairage, que ce soit au niveau de l'industrie, les modes de production ou de consommation des industriels, dans le transport, avec tout ce que ça peut impacter comme, disons, voitures, moyens de transport dans les villes pour avoir des transports plus sobres en carbone. Et donc, le résidentiel, tous les secteurs sont à prendre en ligne de compte et tous peuvent contribuer. Et je crois qu'il faut là aussi mettre des dynamiques volontaristes. Nous avons mis en place une loi en 2009, la loi sur l'efficacité énergétique, avec un certain nombre d'exigences dans le domaine de la construction et du bâtiment, dans le domaine industriel, pour imposer des audits aux sociétés industrielles, les grandes comme les petites et les moyennes, dans les différents autres secteurs. Et il faut que cette politique puisse être portée par tous les acteurs, que ce soit les pouvoirs publics, qui montrent le chemin par les lois et les réglementations, mais également... Vous ne pensez pas que la réglementation devrait être un peu plus, disons, sévère en termes d'argent, c'est-à-dire à imposer, à payer une taxe si on pollue, que ce soit le carbone ou en déchets ou... Bon, il y a eu par exemple des actions qui ont été menées et qui portent leurs fruits, mais elles doivent être poursuivies. La généralisation des lampes basse consommation, oui, dans les mosquées, dans les universités, dans les cités, chez les habitants. Il y a également un certain nombre d'audits qui sont menés par les grandes compagnies, les cimentiers, l'OCP, qui ont mené des politiques d'efficacité énergétique et qui sont très favorables. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est aussi accompagner tout le tissu de PME, PMI. Voilà. Et là, il y a des opérations d'accompagnement en termes de subventions, de financement approprié, parce que ça coûte un peu au début, mais après, on gagne beaucoup sur les économies qu'on fait en termes de moindre consommation. Alors justement, en parlant d'accompagnement, avec le gigantesque projet Nour, le Maroc s'est clairement positionné dans l'échiquier mondial des énergies renouvelables. On est leader. En termes de green business, nous avons des stations solaires, nous importons l'essentiel du matériel, si ce n'est la totalité du matériel qu'on utilise. Oui. Dans l'éolien, nous sommes à 70% d'intégration industrielle aujourd'hui. 70%. Dans le solaire, on est à 42%. C'est exceptionnel ce qui s'est passé. C'est pour ça que je voudrais réagir un petit peu à ce qui a été dit tout à l'heure. Notre politique avait un volet production d'énergie à partir de ressources propres, nationales, mais elle avait aussi une vision industrielle. Et aujourd'hui, ça a pris 15 ans. Dans l'éolien, nous avons commencé par faire les mâts des éoliennes. Ensuite, le câblage. Ensuite, le génie civil, bien sûr. Maintenant, nous faisons les pales des éoliennes. La dernière usine qui est en construction aujourd'hui et qui suit le grand projet éolien. Ça veut dire que petit à petit, et ce qu'on dit dans le cadre de la COP, transfert de technologie, renforcement de capacité, tout est dans ces projets. Aujourd'hui, nous avons montré qu'avec cette politique volontariste, avec cette vision, pas sur 1 ou 2 projets, sur 15 ans, 20 ans, vous pouvez attirer des industriels. Vous pouvez attirer des investisseurs. Tous nos grands projets sont faits dans le cadre de partenariats publics-privés. C'est des financements privés, en grande partie, qui sont donnés. Donc nous montrons qu'avec cette approche, non seulement on développe des projets, non seulement on fait l'intégration industrielle d'une façon beaucoup plus grande. Une centrale éolienne, aujourd'hui, est 70%. Dans les centrales classiques, au fioul, on n'avait pas 70% d'intégration industrielle. Je peux vous assurer que beaucoup plus de composants étaient importés. Donc nous sommes dans une approche qui a montré que on a réussi à avoir cette intégration et cette création d'emplois liées à l'industrie dans le domaine des renouvelables. Dans le solaire. Dans le solaire et l'éolien. Et l'éolien. Justement, dans le solaire, est-ce qu'on peut espérer avoir une chaîne de produire, en tout cas totalement, cette énergie, ou en grande partie au Maroc,
le tout made in Morocco à travers justement les subventions dont vous avez parlé. Pas ça seulement à travers des subventions. À terme, c'est quoi? C'est notre politique libérale. Je veux dire qu'aujourd'hui, nous avons le fait d'avoir ces accords de libre-échange, le fait d'avoir cette politique de logistique. C'est ce qui attire les industriels. Les pales des éoliennes qui vont être produites à Tanger pour tous les parcs éoliens marocains, une grande partie va être exportée. Oui. Donc il faut être dans une logique où cette industrie doit être dans un modèle économique. On ne fait pas de l'industrie pour l'industrie, rentable. Et donner des prix qui soient compétitifs. Oui, donc c'est tout ça qui rentre en jeu. Et c'est pour ça que nous avons eu cette politique en tenant compte et que ça se fait par étapes. Ce n'est pas du premier jour, vous pouvez avoir 70% d'intégration. Une transition, comme vous le disiez. Voilà. Hein. Justement, on va parler du gros de ce sujet, on va parler de financement. Pour assurer cette transition énergétique vers une économie bas carbone, il faut un budget conséquent. Et justement, c'est là où le bas blesse, c'est la mobilisation. Les 100 milliards de dollars prévus et promis par les pays développés pour les pays en voie de développement pour justement développer le secteur d'énergie renouvelable. On est loin du compte. Bon, bien sûr, on s'était fixé à 2020, n'est-ce pas, Madame Fall, cette date butoir, en tout cas pour ramasser ce budget, c'est 100 milliards de dollars annuels. On est à 67 milliards selon un dernier rapport de l'OCDE, justement, paru à l'occasion de l'après-COP22. Une réaction par rapport à ce chiffre avancé par l'OCDE? Bien, écoutez, ce sont des études qui sont effectivement annuelles et qui montrent aussi l'accélération. Finalement, pour une fois, les prévisions sont en deçà de la réalité. Et il y a une mobilisation qui est de plus en plus grande et nous avons énormément d'espoir sur la COP22 parce que l'un des objectifs majeurs de la COP22, c'est de pouvoir drainer beaucoup plus de parts de financement internationaux et mondiaux vers nos pays, vers les pays en développement pour leur transformation, notamment leur transformation industrielle ainsi que d'autres secteurs, et d'avoir une part plus grande en présentant des réussites telles que celles qu'on voit au Maroc en termes de développement industriel, en termes de présentation de projets bancables et en termes de mobilisation de capitaux autant publics que privés pour gagner cette bataille. Et bien entendu, les institutions comme la Banque africaine de développement sont mobilisées pour à la fois apporter des financements directs. La Banque africaine de développement va mobiliser à peu près d'ici 2020 5 milliards par an pour financer des projets sobres en carbone dans le secteur de l'énergie et également en espérant mobiliser près de autant 20 milliards en parallèle, 20 milliards d'investisseurs publics et privés pour accompagner cette transition. Et justement, quand on parle de ces investisseurs, ces fonds d'investissement, pourquoi choisit-il? Est-ce que nous sommes en train de vivre finalement, parce qu'on nous parle d'une réorientation de ces investissements, de ces flux financiers vers des investissements verts? Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce qu'on est arrivé à lever des fonds pour des projets verts aussi facilement que pour des projets d'hydrocarbures? De plus en plus. Si vous regardez, déjà Nour, dans le financement de Nour, par exemple, la Banque africaine de développement a mobilisé ce qu'on appelle des green bonds, c'est-à-dire des emprunts verts pour mobiliser du capital et en vue d'investir dans ce projet. Et aujourd'hui, vous en entendez parler tous les jours. Le 4 novembre à Casablanca, il y aura tous les grands acteurs, le Climate Finance Day, Climate Finance Day, ça veut tout dire, qui va faire venir essentiellement justement les investisseurs privés, les grandes places, pour discuter de comment, où et vers où vont se canaliser ces financements verts. Et aujourd'hui, c'est un enjeu de gouvernance d'entreprise, de gouvernance publique. Et aujourd'hui, bien entendu, les financements qui sont mobilisés pour des projets, quels qu'ils soient, généralement souhaitent que ce soit des projets et des financements qui vont vers des projets durables et sensibles à l'environnement. Madame Je voudrais juste dire que le cas marocain est véritablement va devenir un cas d'école. Voilà un succès
au niveau de l'Afrique et de la région MENA et même au niveau mondial. Nous n'avons eu aucune difficulté à financer Nour 1, ni Nour 2, Nour 3, Nour 4 qui sont dans le pipe et Midelt qui vient. La première phase Nour 1 a même été surfinancée. Il y a tous les accompagnateurs en termes de financement multilatéral avec les grandes banques, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque européenne d'investissement, l'HBIC, tous ont concouru à ce projet et les projets qui suivent sont dans la même posture. Et comme vous le disiez à l'instant, c'est une question de gouvernance. Le Maroc a une politique volontariste suite aux orientations de Sa Majesté, a mis en place le cadre réglementaire et les moyens d'accompagnement, a mis en place des acteurs qui sont mobilisés aujourd'hui comme Mazen et l'ONE et l'AME pour porter ces politiques. Et donc finalement, quand vous allez chercher des financements, vous avez une gouvernance claire et véritablement crédible. Et c'est ce qui a fait que le Maroc n'a pas eu de difficulté à financer ces projets. Et nous sommes dans une trajectoire pour plus de 30 milliards de dollars à l'horizon 2030 pour construire les 12 000 mégawatts entre le solaire, l'éolien et l'hydraulique qui font les 52% que Sa Majesté a annoncé à la COP21 de Paris. Et donc, aujourd'hui, ce qu'il faudra pour les pays du Sud, c'est les accompagner sur un plan de mise en œuvre de gouvernance également claire et mettre en place des plateformes qui vont rapprocher les donneurs d'ordre, les financiers, les banquiers, les institutions multilatérales avec les pays et les programmes. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, il y a rien qu'en Afrique, 58 initiatives africaines. Donc, vous imaginez le nombre d'institutions, le nombre d'associations. Quand vous parlez que de l'énergie, vous avez Power Africa du président Barack Obama. Vous avez l'énergie pour tous de M. Borloo, donc la République française. Vous avez énergie pour tous des Nations Unies. Et vous en avez une multitude d'autres. Et donc, aujourd'hui, il faut véritablement rapprocher tout ça, avoir une plateforme qui va permettre d'apporter le financement parce que c'est ce qui manque par rapport aux pays africains qui en ont le plus besoin. Tout à l'heure, vous rappeliez que sur les 100 milliards fixés par la COP de Copenhague en 2009 et qui est répété à nouveau dans toutes les COP annuelles pour 2020, 65 milliards, les pays africains n'ont reçu que 2 à 3 milliards. Oui. Or, ce sont eux qui ont le plus besoin. Donc, gouvernance, rapprochement entre les donneurs d'ordre et les pays et les institutions financières pour faciliter l'accès au financement des pays qui en ont le plus besoin. Alors justement, personnellement, je connais un cas justement d'une personne, d'une entreprise qui voulait lancer un projet de village écologique dont la subvention ne dépassait pas les 2 millions d'euros et qui a été rejeté justement. Est-ce que vous avez des statistiques sur les projets qui sont acceptés versus ceux qui ne le sont pas? Il faut être vigilant. Nous avons des modèles économiques. Quand vous avez des modèles économiques dans un projet éolien, solaire, les investisseurs accourent. Aujourd'hui, nous avons montré que nos 1, mais 2, 3 et 4, comme ça a été dit, très récemment au Sénégal, un appel d'offres solaire, 120 groupements mondiaux sont venus pour investir. À Madagascar, 48 groupements mondiaux sont venus pour investir pour un projet solaire. Donc vous voyez, surtout pour les renouvelables, et vous parlez des 100 milliards de dollars tout à l'heure qu'on prévoit chaque année pour accompagner les pays du Sud. Ce n'est pas pour les renouvelables qui sont nécessaires. Ils sont nécessaires pour l'efficacité énergétique, ils sont nécessaires pour l'adaptation au changement climatique. C'est là où il y a le vrai besoin. Aujourd'hui, quand un pays africain, ou tout pays, met un beau projet sur la table, les investisseurs accourent. Les banques de développement ont des lignes dédiées aux renouvelables. Donc le fonds vert devrait aller surtout adaptation, l'agriculture, la déforestation, la lutte contre la désertification. C'est ça où il y a un vrai besoin, où il faut accompagner. Et c'est pour cela qu'on dit, oui, les financements sont nécessaires pour accompagner les pays, mais il faut qu'ils soient facilement, et c'est une des priorités pour la COP22 de Marrakech, c'est qu'ils soient facilement atteignable. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des fonds auparavant. Pendant 20 ans, on a eu le protocole Kyoto. Mais il y avait Madame la ministre a bien dit, on était à 2-3% pour l'Afrique. Parce qu'il fallait renforcer d'abord les capacités en Afrique pour proposer des projets qui tiennent la route et ensuite les faire entériner. Et ça n'a pas été fait. Et les projets sont allés en Chine, en Inde, au Brésil, et l'Afrique n'a pas eu grand-chose. Ce qu'il faudra, c'est que maintenant dans l'accord de Marrakech, ce qui est prévu, c'est de mettre en avant non seulement, bien sûr, la ligne dédiée pour les axes qu'on a cités, mais aussi qu'ils soient atteignables par les pays qui en ont le plus besoin. Monsieur Prelmonier ? En fait, moi je pense que
il faut parler en fait du détail de ces modèles économiques quand le modèle économique est là, les financements à court. Et donc là, c'est un double coup pour la communauté. D'une part, la dette qui va être supportée ou bien le risque pays qui va augmenter. Et d'autre part, c'est aussi c'est des subventions qui vont être données pour que cette électricité-là ne soit pas trop chère par rapport à l'ONE. Alors, je vois que tout le monde veut réagir sur ce point de la dette et en premier, la Banque africaine de développement. Madame Fall. Non, mais je voudrais dire qu'il y a quand même beaucoup d'initiatives régionales et surtout en Afrique, et c'est peut-être là ça la nouveauté aussi, c'est de mobiliser d'autres mécanismes, des mécanismes de garantie, des mécanismes de partenariat multi-acteurs, c'est-à-dire qu'on a fait aujourd'hui, c'est justement, peut-être la nouveauté, c'est que ce n'est plus uniquement les États et principalement les États qui se mobilisent, c'est les États, le privé, les opérateurs nationaux, internationaux, et surtout la finance privée, qui participent. Tous ces grands projets, contrairement à ce qui se passait avant, sont des projets public-privé. Mais je voudrais dire, en ce qui concerne la Banque africaine de développement, nous avons porté à la COP21 une initiative qui s'appelle Africa Renewable Energy Initiative, qui vise à introduire des nouveaux mécanismes comme des garanties, des mécanismes de partage de risque, des mécanismes innovants de la finance et du développement privé. Et par ailleurs, l'énergie renouvelable fait partie d'une des priorités du nouveau pacte pour l'énergie en Afrique qui s'appelle le New Deal for Energy in Africa, qui vise à adresser tous les problèmes liés au gap énergétique sur le continent, qui est la base absolue de notre développement. Alors, je peux rajouter un oui, bien sûr, brièvement, parce que vous aviez parlé des prix. Je voudrais rappeler d'abord que ces projets sont des projets qui se font sur des périodes très longues, de 25 à 30 ans, et que nous sommes dans une phase de baisse des prix des énergies renouvelables. L'éolien est quasiment, disons, au niveau du prix traditionnel que nous avons d'énergie fossile les moins chères. L'éolien, entre le moment où on a fait le choix en 2008-2009 et aujourd'hui, a été divisé par 2 entre l'estimation première et l'offre de Nour 1. Entre Nour 1 et Nour 2, on a eu une baisse de 15% et sur Nour 3, une baisse de 12%. Donc nous sommes dans une trajectoire positive de baisse des prix. Et puis, dans quelques années, on parle d'arriver à la compétitivité avec les énergies fossiles. Et là, on n'aura même plus le coût d'entrée de la matière première qui est le soleil ou le vent, elle sera gratuite. Deuxièmement, on a un modèle effectivement qui est en train de faire ses preuves et de marcher. Mazen, dans le cadre des appels d'offres, achète l'énergie aux développeurs du projet au prix de l'appel d'offres. Et elle-même a un contrat de vente à l'ONE, elle lui vend au prix actuel du marché. Et Mazen développe son modèle économique pour réduire au maximum le surcoût. Il y a plusieurs éléments. Elle fait appel à des financements, disons, de grandes institutions multilatérales avec des conditions très favorables. Et puis, elle dispose aujourd'hui d'une capacité à faire aboutir sa compétitivité. Et en plus, avec l'éolien et le solaire qui se retrouvent dans Mazen, il va y avoir des possibilités de réduction massive des coûts. Et donc, à terme, on sera dans la compétitivité. Brièvement, il nous reste très peu de temps. On va quand même parler de cette COP22. Concrètement, l'accord de Paris devrait entrer en vigueur ce vendredi prochain, donc le 4 novembre. Alors, et après, sachant que vous avez évoqué tout à l'heure le protocole de Kyoto, il y avait des obligations. Or, maintenant, les Nations Unies ne peuvent pas imposer quoi que ce soit sur les États, concrètement. L'accord de Paris, et il faut voir la dynamique qui s'est passée depuis décembre dernier. En un an, au moins d'un an, l'accord est entré en vigueur. Oui. Kyoto, ça avait pris 7 ans. Donc, on se remet en mémoire, parce qu'on a vécu 20 ans de Kyoto. C'est sûr que c'est une réussite diplomatique. Après, sur la réalité... Je dirais française et marocaine, parce que nos diplomaties se sont vraiment
ont poussé, mobilisé et ont poussé pour que les pays les plus importants, parce qu'il ne faut pas, c'est pas que le nombre de pays, c'est en termes d'émissions. Oui, et aujourd'hui, de voir la Chine, les États-Unis, le Brésil, l'Europe aussi s'engagent et ratifier. Oui. Ça veut dire que chaque pays, à l'accord de Paris, a dit voilà mes engagements. Mais est-ce qu'il est obligé de les suivre? Et ça va être discuté à Marrakech. Comment on va mesurer, comment on va contrôler, très bien. D'accord? Et quelles seront les conséquences si on ne respecte pas? Donc ces points-là vont être discutés à Marrakech. Mais c'est ça. Aujourd'hui, tout le monde s'est rendu compte. Mais ce qui nous rend optimistes aussi, c'est ce que disait Mme Reda tout à l'heure, le prix des renouvelables aujourd'hui. Les derniers appels d'offres ont montré des kilowattheures à 30 centimes du kilowattheure. En éolien, en solaire photovoltaïque. Intermittent. Mais nous sommes dans un schéma où le modèle économique est en train de changer. Et c'est ça qui fait que cette croissance mondiale que nous vivons, que nous voyons, elle est là. Et bien sûr, il faudra encore gérer l'aspect intermittence, l'aspect stockage. Parce que ce qu'il faut préciser, c'est qu'il faut toujours de l'énergie d'appoint qui soit. Ça dépend comment. C'est pour ça qu'on parlait de pompage turbinage, les stations de pompage que nous avons au Maroc, nous avons aujourd'hui des possibilités. Il y a des cas aujourd'hui où le stockage évolue énormément. Madame la ministre parlait de l'aspect solaire, le prix qui ont baissé. Dans le stockage, c'est énorme ce qui se passe. C'est énorme ce qui se passe au niveau planétaire. C'est-à-dire comment on arrive à stocker avec des prix beaucoup plus bas qu'avant et que demain, il y aura des maisons avec leur stockage. Et il y a des choses qui arrivent chaque année. C'est pour ça que les évolutions, les prévisions changent chaque année. C'est parce que la technologie va très très vite. Et je pense que nous sommes dans un schéma très positif pour des raisons environnementales, des raisons de l'accord de Paris, mais aussi pour des raisons technologiques et de coûts économiques. Sur cette note très positive et très optimiste, permettez-moi de vous remercier d'avoir accepté l'invitation de l'Hebdo Éco. Au plaisir de vous retrouver encore une fois sur ce plateau. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau numéro de l'Hebdo Éco. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.